I think royal duty is extremely important. It's part of the fabric of what's the royal family and. Par une fraîche soirée au château de Windsor, la splendeur des lustres et le tintement des verres en cristal ne parvenaient pas à masquer la tension palpable qui régnait. Les invités vêtus de robes élégantes et de costumes sur mesure arrivaient de par vagues, leurs rires résonnant sur les murs de pierre anciens. Pourtant, pour la reine Camilla, ce devait être bien plus qu'un simple gala de charité royale. Ce devait être son moment privilégié, l'occasion de consolider sa place de reine consort respectée après des années de surveillance. Mais ce qui s'est déroulé cette nuit-là allait provoquer une onde de choc dans la maison royale. Tandis que dignitaires et célébrités se mêlaient, une scène discrète se déroulait loin des caméras. Le fils aîné de Camilla, Tom Parker Bowles, critique gastronomique respecté et fidèle soutien de sa mère dans son parcours vers la royauté, se présenta aux portes du château. Son nom cependant ne figurait pas sur la liste des invités. Les agents de sécurité suivant des instructions strictes lui refusèrent l'entrée. Camilla, d'abord inconsciente de la situation, continua son travail avec la grâce raffinée qu'elle avait acquise au fil des décennies. Mais des rumeurs se répandirent parmi les invités et la nouvelle lui parvint bientôt. Un assistant discret se pencha et murmura des mots qui lui firent mal au cœur. « Votre Majesté, Monsieur Parker Bowles, n'a pas été admis. » Elle ne broncha pas. Les caméras étaient là partout. Ce n'était pas le moment de réagir. Pourtant, derrière son sourire, la douleur était évidente pour ceux qui la connaissaient en bien. Ce que peu de gens ont compris à ce moment-là, c'est qu'il ne s'agissait pas d'un oubli. Selon des sources proches du palais, le prince William lui-même était intervenu quelques semaines plus tôt pour empêcher Tom de venir. Son raisonnement, la tradition et l'image. Selon lui, le fils de Camilla, sans lien avec la lignée royale, ne devait pas être traité comme un membre de la famille royale de facto lors des événements officiels. « Il ne s'agit pas de famille », aurait déclaré William lors d'une réunion de planification privée. « Il s'agit de l'avenir de la monarchie ». Pour Camilla, ce refus était ressenti comme une trahison. Elle avait lutté avec acharnement pour intégrer sa famille au sein de la famille royale sans exiger de titre ni de privilèges pour elle. Pourtant, la décision de William envoyait un message clair, le nouvel ordre de la maison de Windsor ne laissait aucune place à la vie passée de Camilla. Le gala s'est déroulé à merveille aux yeux des spectateurs. Les invités ont dégusté une cuisine exquise, écouté des discours passionnés sur des causes caritatives et porté un toast à la couronne. Mais parmi le personnel du palais, l'ambiance était pesante. C'était comme assister à une partie d'échecs en temps réel, a révélé plus tard une source. Chaque mouvement semblait délibéré. À la fin de la soirée, le calme ambiant de Camilla s'était légèrement altéré. Dans un coin tranquille, loin des photographes, on la vit s'essuyer les yeux avec un mouchoir en soie. Dehors, tandis que les derniers invités partaient, les observateurs royaux murmuraient un changement de pouvoir. William ne se contentait pas de faire respecter le protocole, il affirmait sa présence en tant qu'héritier présomptif de la monarchie. Pour la première fois, il avait agi publiquement d'une manière qui marginalisait sa belle-mère et il avait gagné. Dans les jours qui ont suivi les gros titres, on spéculait sur une fracture croissante. La famille d'abord ou l'avenir d'abord, interrogé le gardien, les réseaux sociaux, ont été le théâtre de nombreuses théories. Était-ce le début d'une nouvelle institution royale plus légère sous la vision de William Wu, le premier signe d'un conflit ouvert entre les héritiers et la maison du monarque actuel? Camilla retourna à Clarence House ce soir-là en silence. Son personnel remarqua son immobilité inhabituelle. Pour une femme qui avait enduré des décennies de scandales et de mépris public, c'était différent. Il ne s'agissait pas d'une attaque de la presse à scandale ou de l'opinion publique. C'était sa propre famille qui se refroidissait. Et tandis que les lumières du château s'éteignaient, une question planait sur Windsor. Le prince William venait-il de tirer le premier coup de feu d'une guerre silencieuse pour le contrôle de la monarchie? Le 6 mai, date qui aurait dû couronner la reine Camilla, marqua au contraire le moment où sa place au sein de la maison de Windsor commença à se fracturer. L'abbaye de Westminster, baignée de lumière dorée et imprégnée de près de 1000 ans de tradition, s'apprêtait à assister au couronnement du roi Charles III et de sa reine consort. Pourtant, sous cette splendeur se déroulait un drame silencieux qui allait redéfinir le pouvoir au sein de la monarchie. Camilla avait passé des années à se préparer pour ce jour. Après des décennies de mépris public et de persévérance en privé, elle avait enfin gagné sa place. Amie de sa vie pré-royale, membre de sa famille, qui l'avait soutenue dans les scandales et alliés qui avaient contribué à redorer son blason, était attendue sur les bancs de l'église. Mais à mesure que l'abbaye se remplissait de dignitaires et de dirigeants mondiaux, des rumeurs commencèrent à circuler. Des personnalités clés, des journalistes qui avaient adouci son discours, des politiciens qui l'avaient défendu contre l'héritage de Diana, et même des membres du personnel du palais fidèles à sa cause, manquaient à l'appel. Leur siège, semblait-il,
avait été sacrifiée pour faire place à 20 des plus proches amis et proches de Camilla, dont son fils Tom Parker Bowles et sa fille Laura Lopes, tous deux occupant des places de choix. Pour Camilla, c'était un geste de gratitude envers ceux qui avaient enduré ses combats à ses côtés. Mais pour d'autres membres de la famille royale, c'était une violation de l'étiquette royale tacite. Le prince William et la princesse Catherine l'avaient remarqué. Pendant des années, ils avaient agi avec une diplomatie méticuleuse, conscients que la survie de la monarchie dépendait de leur loyauté envers les institutions et non de leur complaisance personnelle. Voir Camilla occuper des espaces sacrés avec son propre cercle intime leur paraissait imprudent. La tension devint palpable dès la cérémonie. Tandis que Charles avançait dans l'allée couronnée et resplendissant l'assemblée, se leva dans un respect unifié. Mais lorsque Camilla le suivit drapé dans la couronne de la reine Mary et ses robes de velours, l'atmosphère changea. Les courbettes habituelles ne se prosternèrent pas. Le silence s'installa. Diffusé en direct à des millions de personnes, ce moment fut subtil mais dévastateur. Analystes et historiens royaux ont souligné cette rupture avec le protocole. Ce n'était pas un oubli, a déclaré un commentateur sur la BBC. C'était une déclaration collective sans précédent. Camilla porte peut-être la couronne, mais elle n'a pas mérité la place. Catherine, assise directement sous le regard de l'objectif, affichait son expression sereine habituelle, aucun sourire, aucun geste de reconnaissance. Pour certains, c'était de la diplomatie. Pour d'autres, c'était un signal. Les jeunes membres de la famille royale observaient et ils n'étaient pas ravis. Les jours qui ont suivi le couronnement ont apporté des manchettes aussi glaciales que l'atmosphère à l'abbaye de Westminster. Le camouflet non dit. Les médias sociaux ont été inondés d'images de l'entrée de Camilla diffusées en boucle, les téléspectateurs notant chaque posture raide et chaque regard détourné. Au sein du palais, les répercussions furent immédiates. Guillaume aurait déclaré à ses proches conseillers « Ce n'est pas ainsi que nous bâtissons la monarchie de demain. C'est ainsi que nous l'enterrerons. » Camilla, ignorante au début de la tempête qui se préparait, se concentra sur son rôle. Mais elle en subirait bientôt les conséquences. Les invitations de sa famille élargies aux événements futurs commencèrent à diminuer. De subtils changements dans le plan de table et les apparitions publiques la marginalisèrent. Pour William, le couronnement avait confirmé ses pires craintes que sa belle-mère, désormais pleinement installée au pouvoir, puisse utiliser sa position pour favoriser sa propre famille et saper l'impartialité exigée par la couronne. Sa réponse était calculée. Quelques mois plus tard, au gala de charité de Windsor, Tom Parker Bowles se retrouva refoulé à l'entrée, une décision que William approuva personnellement. Pour Camilla, le message était clair. Le couronnement avait marqué son ascension, mais aussi sa perte. Le prince futur roi et architecte d'une monarchie allégée et sans scandale avait commencé à redessiner les contours du pouvoir royal. Ses proches la décrivent comme profondément blessée mais pas vaincue. En privé, elle aurait déclaré « Je me suis battue pour Charles, pour cette famille, pour ce pays, je ne me laisserai pas effacer si facilement ». Mais des sources proches du palais préviennent qu'il ne s'agissait pas seulement d'une querelle familiale, il s'agissait d'un changement générationnel susceptible de décider de l'avenir de la monarchie. Alors que les portes de l'abbaye de Westminster se fermaient en ce jour historique, la Grande-Bretagne pensait avoir assisté à une passation de pouvoir sans heurts. En réalité, elle assistait au début d'un nouveau conflit royal plus discret que les scandales du passé, mais non moins dangereux. Alors que les échos du couronnement s'estompaient, une nouvelle dynamique commença à émerger au sein de la maison de Windsor. Catherine, princesse de Galles, n'était plus seulement une épouse complice en retrait, mais une figure de plus en plus dominante, façonnant l'image publique de la monarchie. Et à mesure que l'influence de Kate grandissait, la reine Camilla se retrouva peu à peu éclipsée par la scène qu'elle s'était tant battue pour conquérir. Pendant des années, Kate avait cultivé une image de prestance et de diplomatie évitant la controverse, tout en se forgeant une réputation de militante caritative et de gracieuses interventions publiques. Mais aujourd'hui, quelque chose avait changé. Le monde ne la voyait plus simplement comme une duchesse, elle devenait un symbole de l'avenir de la monarchie. Son rôle au sein de l'initiative Diana a marqué un tournant. Ce qui n'était au départ qu'un hommage à la défunte princesse s'est transformé en un mouvement mondial. Kate a été le fer de lance de programmes de soutien à la santé des femmes, en Afrique de ressources, en santé mentale pour les enfants, en Europe de l'Est et d'initiatives environnementales en Asie du Sud-Est. À chaque étape, elle a été photographiée dans des moments de connexion authentique, écoute attentive, accolade avec les survivants, réconfort des enfants. Les réseaux sociaux ont explosé d'admiration. Les vidéos TikTok sous le hashtag #FutureQueenKate ont accumulé des millions de vues. Instagram a été inondé de comparaisons entre le style de Kate et celui de Diana, tandis que les jeunes la qualifiaient de principale moderne et attentionnée. Mais cette ascension n'était pas seulement organique, elle était stratégique. Des sources proches du palais de Kensington ont révélé que l'équipe de William et Kate avait méticuleusement planifié son ascension depuis des mois. Chaque apparition, chaque discours, chaque choix vestimentaire visait à renforcer son image de future reine, compatissante et compétente. Camilla, quant à elle, ressentait vivement ce changement. Les engagements qu'elle présidait autrefois étaient désormais dirigés par Kate.
La couverture médiatique, qui saluait autrefois prudemment sa résilience, se concentrait désormais presque exclusivement sur sa belle-fille. « Elle s'est devenue une ombre », confia un conseiller du palais. Non pas parce qu'elle a fait quelque chose de mal, mais parce que Kate l'a tout simplement éclipsée. Le contraste était flagrant lors d'un événement caritatif prestigieux au palais de Kensington. Camilla est arrivée vêtue d'une robe bleu marine discrète, arborant des sourires polis et de brèves remarques. Kate, arrivée plus tard, était éblouissante dans une robe en soie émeraude et a prononcé un discours passionné sur les victimes de violences conjugales qui a suscité une ovation debout. Le lendemain matin, les photos de Kate ont fait la une des journaux tandis que Camilla était reléguée à quelques lignes dans les articles. Même les médias internationaux ont commencé à présenter Kate comme la figure emblématique de la monarchie. Le New York Times, le titre était « Kate Middleton, la future monarque à laquelle le monde fait déjà confiance ». Mais la frustration de Camilla ne se limitait pas à l'opinion publique. En privé, elle luttait contre un sentiment croissant d'isolement. Ses alliés au sein du palais s'amenuisaient à mesure que le personnel se tournait vers William et Kate, les considérant comme l'avenir. Même Charles, bien que soutenant sa femme en privé, semblait de plus en plus réticent à contester l'influence grandissante de son fils. Lors d'un petit dîner privé, Camilla aurait confié à un ami « J'ai lutté pendant des décennies pour en arriver là. Je pensais avoir enfin gagné leur respect. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'ils essaient de m'effacer un engagement après l'autre. » L'ascension de Kate n'a pas été sans détracteurs. Certains traditionalistes au sein de la royauté se demandaient si elle ne devenait pas trop visible trop vite. Mais l'opinion publique lui a fermement donné raison. Les sondages ont montré qu'une écrasante majorité des Britanniques, surtout les moins de 40 ans, préféraient Kate comme visage public de la monarchie. Et William ne cachait pas son soutien. En coulisses, il soutenait les initiatives de Kate lui assurant accès aux ressources et à la visibilité. Il aurait déclaré à ses conseillers « La monarchie doit regarder vers l'avenir et non vers le passé. Kate incarne cet avenir. » Pour Camilla, les conséquences furent dévastatrices. Elle avait enduré des décennies de haine publique survécues à des années passées à être l'autre femme et finalement émergée comme reine consort. Pourtant, elle sentait désormais sa place chèrement acquise dans l'histoire lui échapper. Non pas par un scandale ou un échec, mais par un remplacement discret et calculé. Lors d'une réunion de famille à Balmoral, la tension était palpable. Kate et Camilla échangèrent des salutations polies, mais ne parlèrent de guerre au-delà des formalités. Les observateurs remarquèrent une nette différence dans la façon dont le personnel s'adressait à elle, Kate avec chaleur et enthousiasme, Camilla avec une courtoisie appliquée. « Ce n'est pas de l'hostilité pure et simple », a déclaré un proche. « C'est pire, c'est de l'indifférence. » À l'automne, l'agenda de Camilla était visiblement léger. Les protections qu'elle chérissait furent discrètement réattribuées, ses apparitions réduites à des rôles cérémoniels sans consistance. La reine consort qui rêvait autrefois de laisser un héritage se retrouva désormais au second plan dans une monarchie qui semblait se défaire d'elle. Alors que Kate poursuivait son ascension, une seule question hantait les pensées intimes de Camilla. Était-ce le prix à payer pour enfin porter la couronne ou la preuve qu'elle n'avait jamais été véritablement acceptée ? Alors que l'hiver s'installait sur la Grande-Bretagne, une tension palpable régnait dans les couloirs silencieux du palais de Buckingham. La consolidation progressive du pouvoir du prince William n'était plus une rumeur murmurée parmi le personnel du palais, c'était une réalité ressentie par chaque membre de la maison royale. Et au cœur de ce bouleversement silencieux se trouvait le roi Charles III, tiraillé entre sa loyauté envers son épouse et l'avenir incarné par son fils. Tout a commencé par des gestes subtils. La sœur de Camilla, Annabel Elliot, autrefois chargée de superviser les projets d'aménagement des domaines royaux, a vu ses contrats avec le duché de Cornouailles brutalement résiliés. Annabel était depuis longtemps une figure de confiance connue pour ses touches discrètes mais élégantes dans les propriétés royales. Son renvoi a été expliqué comme faisant partie d'un effort de modernisation du duché. Mais les initiés savaient que c'était l'œuvre de William. William considère la monarchie comme une entreprise, confiait un conseiller de haut rang. Et dans son esprit, il n'y a pas de place pour le népotisme, surtout pas du côté de la famille de Camilla. Les implications financières étaient mineures pour le duché, mais le message était sans équivoque. La famille de Camilla, autrefois accueillie avec prudence dans les cercles royaux sous la direction de Charles, ne faisait plus partie du sanctuaire intérieur. Le schéma s'est poursuivi. Les invitations des petits-enfants de Camilla aux fêtes de fin d'année ont discrètement disparu. Les rôles, autrefois réservés à ses amis proches lors des galas de charité, ont été réattribués à de jeunes membres de la famille royale ou à des assistants professionnels. Même les mécénats chers à Camilla ont été rationalisés, souvent rebaptisés pour accompagner le développement du portefeuille de Catherine. Derrière les portes closes, la frustration de Camilla s'est transformée en chagrin. À Clarence House, elle aurait confronté Charles en privé. « Ils démolissent tout ce que nous avons construit », lui a-t-elle dit d'une voix tremblante, « et tu les laisses faire. » Charles, épuisé par ses soins et ses obligations publiques, n'offrait guère de réconfort. « Guillaume se prépare à l'avenir, dit-il doucement. Il pense à la survie de la couronne. » Pour Charles, c'était là le cœur de son tourment.
Il devait à Camilla des décennies de soutien indéfectible, malgré les scandales, malgré l'héritage de Diana pendant des années où le public ne lui pardonnait pas. Elle avait été son ancre, sa confidente. Mais désormais, en tant que roi, sa priorité devait être l'institution. Guillaume, pour sa part, ne considérait ses actions ni comme personnelles ni cruelles. Elles relevaient pour lui du pragmatisme. La pertinence de la monarchie étant constamment remise en question et le soutien hésitant des jeunes Britanniques, il estimait que la couronne avait besoin d'une image plus nette et plus lucide. Lors d'une réunion privée avec ses conseillers, il aurait déclaré « Il ne s'agit pas de savoir qui mérite quoi ». Il s'agit de savoir ce dont la monarchie a besoin pour survivre au siècle prochain. Pourtant, au sein du palais, ses actions étaient perçues différemment. Certains le voyaient comme un réformateur déterminé à diriger avec clarté. D'autres murmuraient que sa stratégie était dangereusement proche d'une OPA hostile. La lutte de pouvoir atteignit son paroxysme au château de Windsor lors d'un dîner d'État. Camilla, coiffée d'un diadème de diamants, accueillit les invités avec son sang-froid habituel. Mais en coulisses, elle bouillonnait de rage. Son fils, Tom Parker Bowles, figurait autrefois parmi les invités. Cette année, son invitation n'arriva jamais. Pour Camilla, ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Plus tard dans la soirée, elle aurait pris William à part d'une voix glaciale mais maîtrisée. « Tu seras peut-être le prochain sur la liste ?» dit-elle, « mais n'oublie pas, tu n'es pas encore roi. » Guillaume ne broncha pas. « Et n'oubliez pas, répondit-il d'un ton neutre, ce n'est pas une question de couronne, c'est une question de crédibilité. La monarchie n'est pas une affaire de famille, c'est une institution nationale. » L'échange bref mais chargé a laissé perplexe même les courtisans les plus expérimentés. Charles, quant à lui, observait la scène de loin, sa santé et sa détermination déclinant. Dans un moment d'intimité, il confiait à ses amis « J'ai attendu ce rôle toute ma vie et maintenant j'ai l'impression de ne faire que réchauffer la place pour William. » En public cependant, le roi projetait une certaine unité. Des photos de famille publiées pour Noël montraient Charles, Camilla, William, Kate et leurs enfants souriant ensemble sur le balcon du palais. Mais derrière ces images soignées, les fissures étaient impossibles à ignorer. La presse britannique, toujours prompte à repérer les discordes royales, a commencé à publier des titres spéculatifs, un royaume divisé et la bataille silencieuse de la reine consort. À l'échelle internationale, la popularité de William et Kate a explosé. Au Forum économique mondial de Davos, William a prononcé un discours enflammé sur l'action climatique tandis que Kate présidait une table ronde sur la santé mentale des enfants. Tous deux ont été salués comme des leaders modernes pour une nouvelle ère. Pendant ce temps, les apparitions de Charles se sont faites plus rares, ses discours plus courts, sa présence de plus en plus cérémonielle. L'isolement de Camilla devint douloureusement apparent. Ses amis la décrivaient comme une reine en titre mais une consort en exil. Pour William, chaque pas s'inscrivait dans une trajectoire soigneusement tracée vers une monarchie qu'il estimait digne du XXIe siècle. Pour Camilla, c'était comme un effacement, une réécriture de l'histoire royale qui ne laissait aucune place à ses sacrifices. Et pour Charles, le choix n'était plus abstrait. Pourrait-il préserver la dignité de son épouse tout en préparant son fils au trône, ou serait-il contraint de choisir son camp dans un conflit familial qui menaçait désormais les fondements mêmes de la monarchie? Au début du printemps, les fissures, autrefois invisibles, au sein de la maison de Windsor s'étaient élargies en une faille trop profonde pour être ignorée. Tandis que les apparitions publiques étaient chorégraphiées à la perfection derrière les murs du palais, une stratégie délibérée se déployait laissant la famille de la reine Camilla de plus en plus à la dérive. Tout a commencé discrètement. Le personnel du palais a remarqué que la sœur de Camilla, Annabel Elliot, ne recevait plus de commandes de décoration pour le duché de Cornouailles. Pendant près de 2 décennies, Annabel avait été la discrète artisane de la rénovation des résidences royales, sa touche s'imposant sur tous les plans des pittoresques cottages de Cornouailles au vaste domaine du pays de Galles. Mais sous la direction du prince William, ces contrats de longue date ont disparu sans explication. Les documents financiers du duché confirmèrent ce que Camilla soupçonnait déjà. Les paiements autrefois destinés au travail de sa sœur avaient complètement cessé. La ligne officielle était de rationaliser les opérations et de réintégrer le travail de conception en interne. Mais les initiés de la famille royale étaient plus avisés. Il ne s'agissait pas de réduire les coûts, a admis un conseiller. Il s'agissait de fixer des limites. William ne veut pas que la famille de Camilla soit liée aux finances royales ni à l'avenir de la monarchie. Le gel financier ne s'arrêta pas là. Le fils de Camilla, Tom Parker Bowles, se vit exclu d'un lucratif partenariat pour un livre de cuisine avec une fondation approuvée par la famille royale. Les invitations aux événements royaux diminuèrent encore. Même ses petits-enfants qui se réjouissaient autrefois des fêtes de Noël à Sandringham brillaient désormais par leur absence sur les photos de famille diffusées à la presse. Camilla, toujours digne en public, ressentait vivement l'humiliation en privé. Selon ses amis, elle passait de longues soirées à Clarence House à se plonger dans de vieilles photos des images de vacances, en famille d'événements caritatifs et même des moments de son couronnement où ses enfants et petits-enfants se tenaient fièrement à ses côtés. « C'est comme s'ils effaçaient tout mon univers », aurait-elle confié à un proche. « D'abord le travail de ma sœur, puis les invitations de mon fils.
Que reste-t-il? Pour le prince William, cependant, les décisions étaient loin d'être personnelles. Lors de ses rencontres avec ses conseillers, il a mis en avant sa vision d'une monarchie plus légère et sans scandale. Sa stratégie était pragmatique, réduire le nombre de membres actifs de la famille royale, éviter toute perception de népotisme et se recentrer sur les fonctions essentielles. « Nous ne sommes pas là pour servir les familles individuellement », aurait-il déclaré lors d'une séance de stratégie. « Nous servons la nation. Et nous devons être vus comme le faisant avec intégrité. » L'opinion publique semblait approuver. Les sondages ont montré une forte hausse du soutien à la démarche de William, les jeunes Britanniques, saluant son leadership décisif. Les médias internationaux ont fait écho à ce sentiment. Le Washington Post décrit William et Kate comme un couple royal, réécrivant les règles de pertinence au XXIe siècle. Pourtant, tout le monde ne s'est pas réjoui. De hauts courtisans ont mis en garde en privé contre les risques d'une mise à l'écart aussi ouverte de la famille de Camilla. Ce n'est pas seulement une question de modernisation imprévenue, c'est comme une vengeance. Et les gens le remarqueront? À Clarence House, la tension était palpable. Charles, déjà affaibli par des problèmes de santé, peinait à concilier sa femme et son fils. S'il comprenait la vision de William, il reconnaissait également l'impact émotionnel sur Camilla. « Tu dois arrêter ça », lui aurait dit Camilla un soir. « Tu es le roi, rappelle-leur. » Mais Charles, homme d'État toujours prudent, hésita. « Si j'interviens, cela passera pour du favoritisme, » répondit-il. Et la presse en fera un scandale. Sa réticence n'a fait qu'accentuer le sentiment d'isolement de Camilla. Le personnel du palais a remarqué un changement dans son attitude. Sa posture autrefois assurée était désormais légèrement voûtée, son sourire chaleureux caractéristique devenant plus difficile à obtenir. Pendant ce temps, Kate poursuivait son ascension. Elle participait à des événements prestigieux endossant des rôles autrefois dévolus à Camilla. Lors d'un dîner d'État à Berlin, son discours sur les initiatives mondiales en matière de santé mentale a été salué par la communauté internationale. La presse allemande l'a salué comme « l'avenir de la monarchie ». L'avenir de la monarchie. La juxtaposition était frappante. Là où Kate s'épanouissait, Camilla s'estompait. Pourtant, Camilla avait ses défenseurs. Certains traditionalistes dans les médias estimaient que l'approche de William était trop impitoyable et trop méprisante pour la place durement acquise de la reine consort. Le Télégraphéa publiait un éditorial intitulé « La monarchie doit se moderniser, mais à quel prix ?» Pourtant, Guillaume resta impassible. En privé, il déclara à ses collaborateurs « Il ne s'agit pas d'effacer le passé. Il s'agit d'assurer l'avenir. La monarchie ne peut pas porter tout le monde. » Alors que la famille royale se préparait pour un nouvel été à Balmoral, le fossé tacite entre Clarence House et le palais de Kensington semblait plus profond que jamais. La famille de Camilla était hors jeu. L'influence de Kate était à son apogée. Et Charles le monarque, au centre de tout cela, apparaissait de plus en plus comme une figure de proue, respectée mais marginalisée. Pour Camilla, le constat fut amer. Des décennies de loyauté, d'endurance et de réhabilitation publique lui avaient valu une couronne. Mais aux yeux de William, cette couronne semblait désormais plus légère, plus vide et dangereusement proche de l'ornement. Alors que l'été laissait place à l'automne, la maison de Windsor se tenait au bord du précipice. De l'extérieur, tout semblait calme. Des photos de la famille royale à Balmoral, souriant dans les brumes matinales écossaises, étaient diffusées pour rassurer le public. Mais derrière ces images soigneusement mises en scène, le cercle intime de la monarchie était fracturé et le roi Charles III manquait de temps pour le réparer. Pour la reine Camilla, l'année écoulée avait été une douloureuse leçon sur les réalités du pouvoir royal. L'effacement progressif de sa famille de la vie du palais, licenciement de sa sœur, exclusion de son fils des événements et même de ses petits-enfants discrètement écartés des engagements publics, lui avait laissé un sentiment d'humiliation et de trahison. Elle avait traversé des décennies de scandales et reconstruit sa réputation contre vent et marée pour finalement voir son beau-fils la démanteler avec une précision chirurgicale. Le prince William, calme et méthodique, ne s'excusait pas. Sa vision de la monarchie était claire, une institution rationalisée, exempte de scandales et susceptible de séduire une nouvelle génération. Lors de séances stratégiques privées, il l'exprimait clairement, il ne s'agit pas de gentillesse, il s'agit de survie. La patience du public a ses limites et la sentimentalité ne sauvera pas la couronne. Son approche a été saluée par ses conseillers et le public. Les sondages ont montré un soutien croissant aux jeunes membres de la famille royale, notamment parmi les Britanniques de moins de 40 ans. William et Kate ont été salués à l'international comme le visage moderne de la monarchie et leur travail a été salué à Washington, Berlin et Tokyo. Mais au sein du palais, le ressentiment couvait. Les alliés de Camille murmuraient qu'il s'agissait d'un coup d'état froid, tandis que les courtisans plus âgés craignaient de créer un précédent. Guillaume n'est pas encore roi, quelqu'un a fait remarquer. Mais il gouverne comme s'il portait déjà la couronne. Le roi Charles, pris entre la femme qu'il aimait et le fils qu'il respectait, peinait à traverser la tempête. Sa santé, qui n'avait jamais été aussi bonne depuis son diagnostic plus tôt cette année-là, limitait sa capacité à agir avec détermination. En privé, il se lamentait « Je suis roi de nom, mais mon autorité me semble empruntée ». Le point de rupture est survenu début novembre.
Lors d'une séance de préparation pour l'émission annuelle de Noël, Camilla a appris que son projet de centre d'intérêt caritatif, les victimes de violences conjugales, avait été rejeté au profit d'une initiative conjointe mettant en avant le travail de Kate sur le développement de la petite enfance. « C'était censé être ma contribution », aurait-elle confié à un ami proche la voix lourde d'un désespoir discret. « Maintenant même, cela me sera retiré. » En coulisses, Camilla a sollicité une audience avec William espérant trouver un terrain d'entente. Mais ses demandes ont été poliment refusées. L'agenda du prince est bien rempli, ont expliqué ses conseillers. Peut-être après le nouvel an. Le message était clair. C'est Charles qui intervint finalement. Dans un rare moment d'assurance, il convoqua sa femme et son fils à une réunion privée à Clarence House. La suite fut décrite par les initiés du palais comme une confrontation extraordinaire et embarrassante. Pendant 3 heures, le monarque écouta Camilla parler de trahison et de marginalisation, la voix brisée par la marginalisation de sa famille. William, calme mais ferme, défendit ses actes, les jugeant nécessaires à la pérennité de la couronne. « Il ne s'agit pas de vous », aurait déclaré William. « Il s'agit de la survie de la monarchie. Nous ne pouvons pas nous permettre de vieux ressentiments ni de lignes floues. Le peuple attend de nous une intégrité irréprochable. » La réponse de Camilla fut glaciale. « Vous parlez du peuple, mais qu'en est-il de la famille et de la loyauté? Ou bien cela n'a-t-il pas sa place dans votre monarchie ?» Charles, les mains jointes, tenta de jouer les médiateurs. « Nous sommes une seule maison, dit-il. Si nous nous fracturons maintenant, l'institution se fracturera avec nous. » Mais à la fin de la réunion, aucune résolution n'a été trouvée, seulement un accord fragile visant à présenter un front uni en public. Dans les semaines qui suivirent, des photos de William et Camilla échangeant une conversation informelle lors d'un gala de charité furent diffusées à la presse. Mais derrière les sourires répétés des sources proches du palais confirmèrent que peu de choses avaient réellement changé. L'agenda de Camilla restait clairsemé. William et Kate poursuivaient leur tourbillon d'engagements internationaux. Et Charles, de plus en plus fragile, semblait se réfugier davantage dans ses obligations cérémonielles. Le public, rassuré par des apparences soigneusement gérées, demeura largement inconscient de l'ampleur du schisme. Mais pour ceux qui étaient au palais, la question ne se posait plus. Si la monarchie allait changer, la question était de savoir combien de temps elle pourrait survivre à une guerre aussi silencieuse. Un courtisan chevronné a résumé l'ambiance succinctement. Charles porte la couronne, mais William tient les rênes. Camilla le sait. Et l'avenir, il appartient déjà à Kate. Alors que la famille royale se préparait pour une nouvelle émission de Noël, le ton était donné chaleur, unité, continuité. Mais derrière ces images festives, la maison de Windsor se trouvait à la croisée des chemins, ses alliances internes étant au bord de la rupture. S'agissait-il d'une paix fragile, soigneusement confectionnée pour la consommation publique, ou du calme avant une tempête qui pourrait redéfinir la monarchie à jamais ?